Sculpter en orbite, peindre dans l'espace, toutes ces questions sont très intéressantes. Mais est-ce que tout cela est possible? Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Arterium. Amateurs de science-fiction et d'astronomie, accrochez-vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le vide spatial pour répondre à la question que tout le monde se pose, ou du moins que je me pose. Oui, j'ai du temps à perdre depuis que j'ai quitté mon boulot. Peut-on faire de l'art dans l'espace? Mais avant toute chose, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter et à activer la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je ne suis pas, comme on dit dans le jargon, une experte en astronomie. C'est pourquoi j'ai demandé à Kevin de la chaîne J'ai de la culture geek de m'accompagner sur cette vidéo. Après tout, quoi de mieux qu'un youtubeur astronomie pour parler de l'astronomie? Et bah devinez quoi? Il a gentiment accepté de faire ce projet avec moi. Et heureusement, sinon ça aurait aucun sens de le citer et ça serait la fin de la vidéo. Eh bien salut et merci pour l'invite. Merci à toi de nous rejoindre. Vous êtes prêts? C'est parti. Imaginez un instant créer de l'art au-delà de notre atmosphère. Cette idée ne vient pas d'hier. Elle a toujours captivé l'imaginaire humain. De nombreux artistes curieux de ce vide ont créé de multitudes d'œuvres en hommage à cela. Pourtant, l'espace, bien que fascinant, ne reste pas moins un environnement hostile où chaque aspect de la vie quotidienne est soumis à des conditions extrêmes. Pas facile de manier le pinceau quand aucune gravité ne pèse sur votre corps. C'est bien beau de vouloir faire de l'art, mais est-ce littéralement possible? Nous connaissons tous et toutes ces vidéos d'astronautes flottant dans leur base ou essayant de se laver les cheveux avec chaque petite goutte qui part dans tous les sens. Eh bien ça, c'est la même chose pour les matériaux artistiques. Ils réagissent tous de manière différente dans le vide spatial en raison de l'absence de gravité et d'autres facteurs environnementaux. Prenons un exemple d'art très connu sur notre planète bleue. L'art le plus répandu est la peinture et surtout à base d'eau. Si nous voulons peindre une toile avec de l'aquarelle, eh bien on va être confronté à quelques problèmes techniques. Comme nous l'avons vu, l'eau a tendance à finir en petites gouttelettes un peu partout. Pour les peintures à base d'eau ou l'aquarelle, c'est pareil, elles vont se propager partout en petites gouttelettes de peinture. Les peintures acryliques ou à base de solvant sont plus souvent utilisées car elles adhèrent mieux aux surfaces et sèchent plus rapidement. Bon, on passera à l'aspect vapeur toxique dans un espace confiné. C'est un autre sujet. Deuxième exemple, les crayons de couleur ou crayons à papier peuvent être utilisés dans l'espace. Mais les artistes doivent être conscients que la pression exercée sur ces outils est complètement différente. Ainsi, les briser beaucoup plus facilement. Eh bien oui, l'utilisation d'un crayon est complètement différente dans une station spatiale ou à bord de l'ISS que sur Terre, et ça pour diverses raisons. Tout d'abord, à cause de la pression atmosphérique. Dans une navette spatiale, la pression atmosphérique est contrôlée artificiellement pour créer des conditions de vie confortables pour les astronautes. Mais cela peut présenter des défis pour l'utilisation d'objets comme les crayons, car les variations de pression peuvent affecter la matière dont le graphite est déposé sur le papier. Il faut savoir que les crayons destinés à l'espace sont fabriqués avec des matériaux légers et résistants, spécialement conçus pour résister aux conditions extrêmes. Les crayons traditionnels, quant à eux, sont généralement fabriqués avec du bois, ce qui est très fragile, et le pire, c'est que si jamais ils se cassent, ils peuvent générer des tout petits débris de bois. Et je peux vous dire que vous n'avez pas envie que ces petits débris, bien piquants, flottent librement dans votre espace de vie. Ce problème de petits fragments revient aussi avec les pastels qui peuvent provoquer de la poussière très fine, ou encore même avec les sculptures. Donc le bois, on oublie. Mais les autres matériaux comme le métal ou le plastique sont aussi à éviter. Pour modeler quelque chose à partir de métal, il faut bien sûr du feu. Mais ce n'est pas du tout une bonne idée. Feu, pression, vide spatial, vous voyez où je veux en venir? En soi, on pourrait faire des œuvres dans l'espace, mais cela demanderait beaucoup d'efforts et beaucoup de recherche. Et qu'on se le dise, les astronautes ont autre chose à faire que de créer des débris, des poussières ou de faire exploser leur base. Après, on parle de risque, mais franchement, avoir quelques particules de poussière, c'est pas si grave que ça. Alors je peux répondre immédiatement à ta question. C'est complètement et un grand oui, et pour plusieurs raisons.
Il est important de faire attention aux poussières et aux mini-débris dans un environnement spatial, pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour la sécurité des astronautes. Les poussières et les débris peuvent représenter un risque pour leur santé, s'ils sont inhalés ou ingérés. En raison de l'absence de gravité, ces particules peuvent flotter librement dans la cabine spatiale, ce qui augmente le risque de contact avec les voies respiratoires ou les yeux des astronautes. Et dans ce cas de figure, si tu inhales malencontreusement de la poussière de pastel ou qu'un débris de crayon cassé atterrit dans ton œil, eh bien tu ne peux pas ouvrir la porte pour te rendre à l'hôpital le plus proche. Et puis sur l'ISS, ils peuvent faire que les premiers secours. Bon, d'accord. Vu comme ça, c'est tout de suite moins amusant. En plus d'être dangereux pour la santé et pour les personnes à bord, les poussières et débris peuvent endommager les fonctionnements des machines et systèmes du vaisseau lui-même. Ils peuvent obstruer les filtres, endommager les systèmes sensibles ou même entraîner des dysfonctionnements dans les mécanismes. Les astronautes sont conscients et ont été entraînés sur la gestion des débris dans l'espace et savent les précautions à prendre pour minimiser la génération de poussière et l'accumulation lorsqu'ils manipulent des matériaux. Ajouter des outils dangereux reviendrait à jouer avec leur vie. Mais alors, on n'a jamais fait de l'art dans l'espace ? Eh bien détrompez-vous, il existe plusieurs collaborations artistiques spatiales au cours de l'histoire. L'un des plus connus est sans doute le projet Moon Museum. À l'initiative de ce dernier, le sculpteur Forrest Myers. 4 mois après la mission Apollo 11, c'est la mission Apollo 12 qui a apporté un nouveau souvenir de la Terre sur la Lune, et de façon non autorisée. La forme est assez inattendue, car c'est un minuscule carreau de céramique de 1,4 cm de long sur 1,9 cm de large, gravé d'œuvres de 6 artistes américains. Il s'est arrangé avec les astronautes d'Apollo 12 pour qu'ils emportent avec eux, cachés dans leurs affaires personnelles, ce morceau de céramique. Et en plus de son propre dessin, l'artiste a convaincu 5 autres collègues de participer à son projet lunaire. En premier, le pop Andy Warhol, qui a dessiné ses initiales. Je m'abstiendrai de dire à quoi ça ressemble. En même temps, c'est pas vraiment surprenant de l'artiste Warhol. Quoique si on tourne la tête comme ça, là, qu'on ferme les yeux et que je mets ma main, ouais, je vois la lettre A et W. Pour certains, ça ressemble à une fusée, mais bon, passons. Le peintre Robert Rauschenberg, lui, a tracé une ligne, David Nowroz un carré noir, le sculpteur John Chamberlain un diagramme et son collègue Claes Olderberg a essayé de faire un croquis de Mickey Mouse. Ce projet a été fait en toute discrétion et ce n'est qu'au retour de la mission d'Apollo 12 que Forrest Myers a annoncé la nouvelle. La NASA n'a pas dû être très contente à ce moment-là. Ah, ils l'ont pas pris à la rigolade, je pense. Si l'idée de posséder un morceau de l'espace peut sembler intrigante, les rochers lunaires, les météorites et autres artefacts sont tellement rares que cela crée une demande forte au niveau des collectionneurs. Cette rareté intéressante a également un revers sombre. Du plus petit objet au plus grand, les prix peuvent atteindre des sommes astronomiques, les rendant inaccessibles pour la plupart des gens. Même si l'image de l'astronaute honnête, bienveillant, responsable, parfait, comme dans chaque aspect de l'être humain, certains explorateurs ne sont pas bien attentionnés et voient les objets spatiaux comme un moyen de rentabiliser leur expérience. Cela peut se traduire par la vente d'objets personnels ou des simples articles ayant fait l'aller-retour dans l'espace. Après, est-ce si vraiment dérangeant de vendre ces articles? Et surtout, est-ce qu'il y a vraiment un cadre à ça? Et c'est là qu'on arrive à la question piège, mesdames et messieurs. Oui, il y a un cadre, mais c'est un peu flou. Après le lancement du premier satellite Sputnik par la Russie en 1956, plusieurs problèmes juridiques se sont posés. Quelles sont les règles qui s'appliquent au-delà des espaces aériens de chaque État? À qui appartient les corps célestes? Peut-on les vendre, les acheter, les exploiter? Il faudra attendre 10 ans pour que la quasi-totalité des États se mettent d'accord et élaborent le traité de l'espace. Conclu le 27 janvier 1967 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il établit quelques principes fondamentaux. Il prévoit notamment que l'espace extra-atmosphérique ainsi que la Lune
Lune et les objets célestes ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation ni d'aucune revendication souveraineté. Oui, donc le drapeau des États-Unis sur la Lune, ça marche pas. En plus du traité de 1967, il existe d'autres décrets, lois et accords internationaux qui régissent plusieurs aspects de l'exploration et de l'utilisation spatiale. Alors c'est bien beau, grâce à cela, on sait que rien n'appartient à personne et tout appartient à tout le monde. Mais concernant la vente d'objets spatiaux revenus sur Terre, eh bien c'est là que ça devient compliqué. Il n'existe pas de réglementation spécifique au niveau international. Cependant, il convient de noter que ces objets, y compris les roches lunaires, les météorites et autres artefacts, sont souvent réglementés par les lois nationales des pays où ils sont récupérés et vendus. Par exemple, aux États-Unis, la NASA a établi des politiques strictes concernant la propriété de la vente d'objets spatiaux. Les objets récupérés lors des missions sont considérés comme propriété fédérale et ne peuvent être achetés légalement par des particuliers sans l'autorisation appropriée. En France, les objets spatiaux sont soumis à une réglementation spécifique dont l'application dépend de la nature et de l'origine des objets concernés. Par exemple, si des roches lunaires ou des météorites sont récupérées et mises sur le marché, elles peuvent être soumises à des lois nationales régulant de la propriété et de la commercialisation des artefacts. Ces lois visent à garantir la légalité et l'authenticité, surtout, des objets proposés. Ainsi, prévenir tout trafic illicite. Est-ce que ça veut dire que rien ne peut être vendu? Comme je vous l'ai dit, c'est flou, car pas vraiment. En juillet 2017, Arcurial, une maison internationale de vente aux enchères, plusieurs objets qui, pour la plupart, ont passé quelques mois dans l'espace. Nous pouvions retrouver une montre test de la station jamais portée, dont les enchères ont commencé à 10 000 €. Une somme assez considérable pour juste une montre. Pour les 50 ans d'Apollo 11, en 2019, 2 maisons de vente aux enchères mondiales ont vendu pour cette occasion plusieurs reliques, souvenirs et pièces de collection. On parle près d'1 million de dollars d'enchères, dont 62 500 pour une simple page du plan de vol de la mission. Et ça ne s'arrête pas là. La vente spatiale fascine les terriens, au point que de la poussière de lune vient d'être vendue pour plus de 450 000 €. L'histoire dit que Neil Armstrong, 10 minutes après avoir posé le pied sur la Lune, a prélevé un échantillon de cette surface. Aujourd'hui, plus de 50 ans après cet événement, une pincée de cette poussière revient à un nouveau propriétaire. Il détient ainsi un morceau de l'histoire. Alors, authentique, arnaque, allez savoir. Pourtant, on a bien vu qu'il y avait de la réglementation. Oui, il y a un cadre, mais au bord flou. L'agence spatiale a déployé des moyens faramineux pour rassembler tous les artefacts lunaires vendus ou égarés. En 2011, une opération d'infiltration a notamment permis de saisir une roche lunaire pas plus grande que la taille d'un grain de riz qui était incrustée dans un presse-papier détenu par une femme de 74 ans. Mais avec tout ça, la première question qu'on pourrait vraiment se poser face à un artefact, c'est l'authenticité. Comment pouvez-vous vérifier les affirmations d'un vendeur? Sur quelles preuves le vendeur peut s'appuyer? Je pourrais très bien prendre de la poussière sur mon étagère, vous dire qu'elle vient de la botte de Thomas Pesquet, car il connaissait mon cousin de sa tante, de sa grand-mère par rapport à ma sœur maternelle. Et ça, personne pourra les vérifier. Il est facile d'imaginer qu'un simple dessin d'un bonhomme bâton réalisé par un astronaute puisse être vendu à prix d'or uniquement pour sa provenance spatiale. Un marché noir pourrait rapidement se développer, avec des individus peu scrupuleux, allant jusqu'à construire des fusées dans le seul but de vendre des objets spatiaux à des prix exorbitants. Mais ce genre d'individu, dans le monde, ça n'existe pas, non? Enfin, peut-être. Pour conclure, la création artistique dans l'espace est totalement envisageable, mais elle exige une approche différente et innovante des techniques que nous utilisons sur Terre. Cependant, même si les astronautes avaient la patience, la technique, la technologie, ils ne pourraient pas ramener leurs œuvres avec eux afin d'éviter l'émergence d'un marché ou d'un trafic d'œuvres spatiales. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'ai adoré le sujet personnellement. Merci à toi Kevin d'avoir pris de ton temps et d'avoir accepté ce sujet. Eh bien, un grand merci pour l'invitation et on recommence quand tu veux. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Les liens de la chaîne J'ai de la culture geek de Kevin sont en description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est juste passionnant. Nous, on se revoit dans 2 semaines pour plus d'art atypique. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous. Ciao!